question à laquelle vous avez fait allusion plusieurs fois, c'est-à-dire les enfants qui sortent de l'ordinaire, les enfants, les petits garçons qui s'intéressent à la danse classique, les petites filles qui continuent à jouer au foot après l'âge de 14 ans, etc. Donc, quel est en fait de quelle façon est-ce que ces pratiques qui sont soit hors de l'ordinaire, soit résistantes, on retombe sur la définition du genre de ces enfants particuliers. Donc, de quelle façon sont-ils genrés par eux-mêmes ou par les autres, y compris les instituteurs, les parents, les copains, etc. Et de quelle façon donc l'écriture, les hobbies, les activités, tout ça genre l'enfant, mais aussi l'enfant est aussi genré par des intérêts qui sortent de l'ordinaire, quoi. C'est un des aspects, je trouve, les plus intéressants de ces recherches empiriques, que de voir comment se passent des itinéraires qui ne correspondent pas justement aux définitions du groupe. Et par exemple, j'ai une étudiante qui a fait une thèse sur l'apprentissage des instruments de musique selon le sexe. Et j'ignorais totalement qu'il y eut un sexe des instruments. Mais pourtant, ça existe. Hein, c'est-à-dire que la flûte est associée au féminin, ainsi que le piano, et la harpe, par exemple, et associée au masculin, les instruments à vent, la trompette, la clarinette, etc. Et puis, il y a des instruments, j'allais dire, à la jonction des sexes. Et alors, elle a vu, par exemple, l'histoire d'un petit garçon qui apprend dans le Conservatoire musical de Toulouse, et qui adore la flûte, et donc qui, très vite, se marginalise par rapport à ses copains garçons, puisqu'il est associé à une pratique féminine. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que lorsqu'elle pose des questions aux garçons et aux filles en leur disant « Quels sont tes instruments préférés ?», très spontanément, les garçons et les filles répondent en fonction de leur sexe. Donc, personne ne leur a jamais appris. Hein. Donc, c'est véritablement dans l'inconscient des sociétés que se construit comme ça, hein, ces espèces de classifications. Et alors, pour ce petit garçon, c'était intéressant de le suivre dans sa biographie et de voir comment il a vécu tellement mal le fait qu'il était toujours associé à des filles et que le professeur de flûte, par exemple, disait « Allez les filles, on démarre la flûte ». Et lui, il était là en train... Bon. Et donc, quand il a été adolescent, c'était tellement difficile à vivre que pour arriver à continuer sa passion pour la flûte, il s'est mis à jouer d'un autre instrument bien masculin, ce qui lui permettait d'être avec des copains, et d'arriver à vivre ce qu'il aimait et ce qu'il était, qui le constituait en tant qu'être humain, et de pouvoir survivre à l'extraordinaire tyrannie des groupes, en particulier des groupes de garçons, qui sont d'une violence extraordinaire à l'égard de celui qui s'écarte un peu du chemin tracé. Donc là, vraiment, du côté des féminins, il y a aussi des filles qui s'écartent, par exemple, une fille qui fait de la grosse caisse dans les bandas de Limoux au moment du carnaval, et alors que c'est des instruments très lourds, etc. Et alors, pour ne pas être considérée comme un tomboy, un garçon manqué, elle va jouer la grosse caisse, mais elle va se mettre des boucles d'oreilles, des choses dites féminines pour arriver à faire passer son choix. Donc je pense que chacun d'entre nous utilise comme ça des stratégies plus ou moins subtiles pour essayer de suivre des voies qui sont les nôtres. Alors, ce qui est plus étonnant et que je n'arrive pas très bien à comprendre, c'est comment et pourquoi se construisent des goûts
qui sont tout en opposition, hein, avec. C'est là où on voit quand même que, heureusement, les hommes et les femmes ne sont pas totalement déterminés par les structures sociales, et qu'il y a une marge de liberté pour aller dans les chemins qui ne sont pas totalement tracés. Et en tout cas, ce que ça dénote, tout cela, c'est qu'il n'y a pas de choses fixées une fois pour toutes qui seront masculines et féminines, puisque ça évolue tout le temps dans le temps. Et donc, voilà, je parle un peu trop loin, excusez-moi, oui. Je serais capable de parler de ça des heures, mais on continuera sans doute la discussion. Dans quelle mesure le mode relationnel en termes de masculin et de féminin créé par l'enseignant peut-il influencer l'apprentissage d'un enfant? Je voudrais juste dire qu'il y a beaucoup d'études sur ces questions, et en particulier des films qui ont été faits sur les interactions au sein de la classe entre l'enseignant masculin ou féminin et les élèves garçons ou filles. Et on s'aperçoit par exemple que très spontanément, les instituteurs, ça a été très très bien étudié, hein, laissent parler plus facilement les garçons que les filles, plus longtemps. Donc il y a, une fois qu'on a cette conscience-là, peut-être une prise de conscience qui permet que les instituteurs changent un peu de comportement et une écoute un peu plus attentive à la parole féminine en groupe de classe. Bon, c'est un exemple, mais il y a beaucoup de travaux quand même qui ont été faits sur ces interactions enseignants-étudiants. Enfants, pardon. Comment expliquez-vous que l'interprétation de la Genèse que vous donnez soit contredite par la Bible elle-même en Deutéronome? C'est ça? Oui. Ah oui, répudiation, statut des veuves. Waouh! C'est peut-être assez spécifique, on va peut-être essayer d'élargir la question. Tout d'abord, c'est ce que je vous disais au tout début, hein, celui qui prétendrait, ou celle qui prétendrait, pouvoir donner une interprétation unique de ces textes, d'emblée, au minimum est dans le mensonge, au pire, non, au minimum est dans l'erreur, au pire est dans le mensonge. Hein. C'est-à-dire, il n'y a que des interprétations plurielles de ces récits, et déjà dans le texte biblique qui s'interprète lui-même, au long des siècles où il est écrit, et bien sûr ensuite par la tradition et historique et géographique. Donc voilà, premier élément de, je ne sais pas si c'est de réponse, mais en tout cas de discussion. Ensuite, le deuxième élément, c'est que bien évidemment, et là ça rejoint ce que nous avons entendu toute la matinée, le texte biblique est toujours du sein des cultures, il n'est jamais ailleurs. Comme vous le savez, pour un chrétien, la parole de Dieu ne tombe pas du ciel. La Bible est un livre inspiré. Il est donc écrit après avoir été transmis, après que les communautés aient transmis, se soient transmis la foi. Il est écrit par des communautés. Il est écrit et parfois réécrit et réécrit et réécrit. Le livre de Job est un poème qui va être rompu en quelque sorte, des siècles après le poème initial, après le conte initial, et qui va être entièrement réécrit par la communauté croyante des siècles après le texte initial, après le conte initial. Donc la première interprétation est faite par les communautés croyantes elles-mêmes du sein du récit biblique. Et elle se fait de par l'histoire que vivent ces communautés, les drames qu'ils traversent,
les guerres, les famines, mais aussi l'injustice, l'oubli des plus pauvres. Et donc, nombre de textes, en particulier dans ce qu'on va appeler les textes de loi, sont d'abord, en quelque sorte, des réponses, et très souvent des réponses à la dureté de cœur de la communauté, du peuple, qui n'est pas capable de mettre en pratique, d'honorer qui est le vrai Dieu. Et donc, il faut poser de la loi, en quelque sorte, pour redresser, au bon sens du terme, des cœurs qui se détournent, en particulier des plus vulnérables. Donc je pense que c'est ainsi qu'il faut pouvoir entendre ces textes, dans une pluralité des interprétations, et sans jamais oublier qu'on est bien sûr du sein d'écrits qui sont à la fois pour les chrétiens liés à l'Esprit de Dieu lui-même, mais un Esprit de Dieu qui travaille un récit qui est du sein des cultures, et donc des histoires sociopolitiques. Merci. Une question, là c'est indiqué pour Irène. Paul Devendre qui présente au théâtre de la Porte Saint-Martin le film Mars et Vénus. Tous les soirs fait sa comble. Mes élèves de terminale me réclament le film. Comment une sociologue explique-t-elle un tel succès? Non, mais... Les femmes sur Vénus. Alors d'abord, je ne l'ai pas vue, cette pièce. Mais j'ai vaguement l'idée que les hommes savent lire les cartes routières, ce qui m'a démontré que j'étais un homme, d'ailleurs, parce que dans mon couple, celle qui lit les cartes routières, c'est moi. Et que les femmes... C'est ça, c'est l'histoire des femmes qui viennent de Vénus et les hommes de Mars, c'est ça. Alors, comment est-ce que j'explique ça? Mais justement, on est dans une période de grands changements dans lequel, malgré les permanences dont Agnès a parlé, il y a une forme de délégitimation de mode traditionnel quand même de constituer des garçons et de constituer des filles. On est justement parce qu'on est une société qui est sensible au fait que dans ces constructions se sont reproduites des hiérarchies, des inégalités. Eh bien, on s'interroge aujourd'hui, on se questionne dans toutes les familles sur est-ce qu'on a raison de... Justement, on fait attention. On essaye du moins, peut-être pas suffisamment, mais... Et donc, on questionne ce qui autrefois allait de soi. Moi, j'ai été, par exemple, dans des classes où on n'avait pas le droit, de porter des pantalons au collège. Voilà, des tas de choses qui étaient pensées comme impossibles ont été considérées comme possibles. Alors, ça suscite forcément un désarroi. La hiérarchie des sexes, la complémentarité hiérarchique, c'est tellement rassurant puisque ça permet de dire l'excellence de chaque sexe. Voilà. Les sexes sont différents, chacun doit exceller dans son domaine, et il y a de la place pour tout le monde. À la seule condition d'accepter qu'il y ait cette hiérarchie, tout irait très bien. Donc c'est vrai que le Mars-Vénus, pour moi, le succès de la pièce, c'est d'abord c'est fait pour rire, donc ça décharge une anxiété certainement. Et puis, c'est fait pour dire, justement, que face à cette sorte d'inquiétude d'une déstabilisation, on peut se raccrocher à des grosses certitudes. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, mais je ne sais pas. J'improvise un peu parce que j'avoue ne pas avoir... j'aurais dû, d'ailleurs, mais je n'ai pas été lire ce best-seller dans le détail. Évidemment, moi aussi, comme toi, je trouve qu'il y a des réponses très intéressantes, ou plutôt qu'il y a un enrichissement de nos questions quand on essaie de comprendre les conceptions portant sur la dimension sexuelle de la vie sociale dans des sociétés que en Occident on appelle souvent lointaines. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu difficile de dire ça. Nous sommes en Polynésie, donc pour nous c'est pas loin, pour vous surtout pas loin, vous y êtes. Mais on a effectivement cet enrichissement, comme le disait Irène, qui fait partie, il n'y en a pas beaucoup quand même, qui, tout en travaillant en sociologie, histoire, anthropologie, sur la France ou sur l'Europe, cherchent à voir ce qu'on apprend des autres sociétés. Alors c'est une question très générale, parce qu'on l'a posée aussi à propos d'un certain nombre de choses qu'avait écrit Louis Dumont. Faut-il finalement penser
qu'il y a eu plus de, comment dire, de brouillard idéologique au fur et à mesure des siècles dans la constitution de l'idéologie occidentale, qui a finalement, on dirait, quand on compare avec les autres sociétés, réduit beaucoup la manière de pouvoir penser la personne et la constitution du genre et les relations, et donc tu appelles justement, toi et d'autres, à élargir l'éventail des questions en allant voir ailleurs. Mais alors, faut-il penser qu'à partir tu disais lumière, etc., il y a eu finalement un certain rétrécissement, un certain aveuglement, et c'est pour cela qu'on a besoin impérativement d'aller voir aussi ailleurs, en Polynésie, on en parlera cet après-midi, demain, et dans d'autres sociétés. Y a-t-il quelque chose de particulier là, dans l'histoire occidentale? Il y a certainement quelque chose de particulier dans un discours contemporain ou quasi contemporain qui se tient sur la question de la personne en général, de l'individu ou même sur la question des genres. Je trouve qu'il se dit des choses très simples. Mais je ne pense pas que la culture occidentale, elle soit aussi simple que ça. Donc, ce que j'ai essayé de dire, c'est plutôt que le détour par la comparaison me permet de mettre à distance une idéologie qui s'exprime de façon souvent assez simple, mais c'est vrai aussi dans les études de genre. Dans les études de genre, je lis des choses très simplistes, par exemple sur la domination masculine, voilà, qui ne correspondent pas. C'est pas que je ne pense pas qu'il n'y ait pas des formes de domination masculine, mais chaque fois qu'on entre dans le concret de l'ethnographie d'une société, on s'aperçoit que on avait sûrement sous-estimé des formes de subordination des femmes, mais on avait, du même mouvement, sous-estimé aussi des formes de pouvoir des femmes et des formes de dignité des femmes. Donc, si on n'arrive pas à prendre le tableau dans son ensemble, il y a quelque chose qui pose problème. Donc, l'Occident a une conception de la personne très complexe, en fait. Donc, j'ai pas eu le temps d'en parler parce que j'avais déjà été trop long, je voulais pas dépasser trop. Mais quand on essaye de reconstituer l'histoire de la personne en Occident, c'est extrêmement compliqué parce qu'on a d'un côté, disons, tout un fil qu'on peut tirer à partir de la persona du théâtre grec, de la personne juridique du droit romain, toute une tradition, on va dire, de la personne comme interlocuteur, qui passe ailleurs avec l'expression des personnes grammaticales, de l'alternance du première, deuxième, troisième personne. Et il y a toute cette voix-là qui a toujours été vivante. Et puis on a toute une autre voix qui émerge en effet avec le christianisme, avec les interrogations sur la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, donc une conception de la personne comme hypostase qui émerge à un certain moment. Pierre Hadot a raconté ça dans une histoire de la personne, et donc il y a une conception plus essentialiste de la personne. Mais vous voyez, la conception occidentale, on ne peut pas la réduire à quelques éléments. Donc c'est plutôt une mise disons, ce que j'ai plutôt essayé de faire, c'est plutôt une mise en question des simplismes de notre temps. Peut-être c'est une tentation présentiste, y compris par rapport à notre propre culture, une sorte de critique d'un Occident trop simplé. Je ne crois pas ça. Hein. Et je crois d'ailleurs que la comparaison, évidemment, elle va dans les deux sens, que les sociétés occidentales apprennent aux sociétés du Pacifique sur elles-mêmes aussi. L'échange est à double sens. Merci Irène. Alors je prends les questions un peu comme elles arrivent. Une question pour Agnès Fine, on va parler d'Internet. Une question pour Véronique. Une question pour Irène et Agnès. Pour Agnès, à propos de l'écriture collective ou l'écriture de soi, ne peut-on pas retrouver cette écriture dématérialisée par le biais des réseaux sociaux? Bien sûr. Une place de plus en plus grande dans la vie des ados. N'y a-t-il pas un regain d'écriture de soi par le biais de ce nouveau moyen de communication qu'est Internet? Presque toutes les barrières disparaissent, familles favorisées ou non. Point d'interrogation. A-t-on travaillé sur l'écriture de soi et collective au travers de ces réseaux sociaux? Oui, alors je réponds oui. il y a des travaux qui ont été menés sur cette question. Il y a une revue qui s'appelle Réseau, dans laquelle sont parues plusieurs recherches très intéressantes sur
Par exemple, un numéro entier qui s'intitule « Le sexe du téléphone », c'est-à-dire la manière dont les filles et les garçons téléphonent aussi, qui est très différente, à tous les âges. Alors ça, c'est très intéressant, mais il y a aussi des travaux qui sont menés, des thèses sur la question que vous soulevez, c'est-à-dire l'écriture de soi, les blogs, et puis l'écriture de Facebook, dans Facebook, etc., et Twitter. Oui. Là, il y a des choses très intéressantes. Ce qui est drôle, c'est que chaque fois que je présente ce travail sur l'écriture, ce qui est le plus intéressant, c'est après le nombre de personnes qui viennent me dire « Mais moi aussi, j'ai fait ceci, moi aussi, j'ai fait cela. » Et donc, il y a une ethnographie continue qui se fait et qui montre que voilà, les pratiques sociales sont assez répandues. Et surtout, ce que je voudrais souligner par rapport à ce qu'on disait ce matin, c'est que la masculinité ou la féminité, elle se crée, elle se construit par des pratiques. C'est donc par des pratiques sociales qu'on peut arriver à les définir, et non pas de manière abstraite. Merci. Alors, question pour Véronique. Pouvez-vous nous parler un peu plus de ce, entre guillemets, glaiseux par rapport à l'homme qui s'endort, souligné, et que Dieu prend quelque chose de son côté, souligné? Je ne voudrais pas trop insister parce que je pense que le père Pascalide va en reparler, mais simplement ce qu'on peut indiquer, parce que il me semble que c'est ce que dit le texte en hébreu, c'est encore une fois le caractère sexué de l'humain, n'apparaît qu'à partir du moment où est créée la femme. Donc le glaiseux, il s'agit d'abord de... Alors nous, on est bien obligé de dire celui, on ne va pas dire de ce qui vient de la terre, mais de celui qui vient de la terre, qui est fait de la terre, et du souffle de Dieu. Et donc ce glaiseux-là, Dieu lui donne un très grand pouvoir, puisque très vite, dans le texte, en quelque sorte, si j'ose dire, par un anthropomorphisme important, Dieu se soucie de sa solitude, quoi, hein, il le trouve trop paumé, quoi, il est trop seul, ce pauvre type, si j'ose dire. Donc tout ce qui va être créé de vivant est amené au glaiseux pour qu'il le nomme. Hein, et nous connaissons bien le pouvoir donné par la nomination. Et pourtant, le fait de nommer ne change rien à cette solitude. On peut entendre ici une sorte de mauvaise solitude qui est qu'il y a trop de différence entre tout ce qui est et le glaiseux. Tout ce qui est, y compris en quelque sorte sous son pouvoir, parce que nommé par lui, est trop loin de lui. On pourra faire toute une métaphore sur le rapport entre la proximité et l'altérité. L'humain est fait pour être d'abord ressemblant, pour que l'altérité puisse se faire au sens du travail éthique de l'altérité. L'altérité, c'est un travail, hein, c'est pas un donné. Ce qui est un donné, et encore, c'est la question de la différence, mais l'altérité, c'est un travail éthique. Donc, l'humain apparaît sexué à partir du moment où le glaiseux s'endort et, enfin, est endormi, il ne s'endort pas tout seul, est endormi par Dieu, et que quelque chose de son côté, c'est une manière dans le texte de redoubler la méconnaissance, de dire la méconnaissance du glaiseux de ce qui se passe. Voilà, on veut nous dire, ça n'est pas lui qui le fait. D'une certaine façon, en effet, il n'était pas là. Ça n'est pas son œuvre, c'est bien l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu qui surgit, si j'ose dire, c'est bien à la fois la femme, mais c'est la femme qui, du coup, fait que celui qui parle, c'est désormais l'homme.
au sens sexué du terme. Voilà, c'est magnifique, hein. Alors, une foultitude d'interprétations possibles, mais je pense qu'on peut entendre celle-ci assez proche du texte lui-même. L'égalité femmes-hommes est en effet un chantier énorme et complexe de l'évolution humaine. Pouvez-vous nous indiquer les pistes actuelles sur la complémentarité homme-femme dans la recherche actuelle? Non, ce que je pense, c'est que l'égalité, c'est pas simplement le fait que les hommes et les femmes aient les mêmes droits ou aient les mêmes opportunités de déployer leur goût, leur talent, etc. C'est quelque chose qui va plus loin, puisque c'est la remise en cause de toute une organisation sociale. Parce que oui, j'ai pas tout à fait répondu à ta question, Serge. C'est vrai que là où je pense qu'il y a un vrai appauvrissement dans l'idéologie individualiste, c'est dans le fait justement d'avoir conçu un être humain qui pourrait être humain et en vivant en quelque sorte hors société, où l'inscription sociale dans des relations serait une possibilité ou simplement une oppression, alors que nous ne pouvons devenir des humains capables d'agir à la manière humaine, y compris des humains singuliers, en étant acceptés au sein d'une société. Donc là, il y a, je pense, un appauvrissement dans ce déni de notre dimension sociale, mais c'est bien pour ça qu'on fait des sciences sociales, c'est aussi pour rappeler sans cesse cette dimension-là. Alors, l'égalité, pour moi, c'est bien sûr l'égalité des droits, mais c'est aussi le fait que c'est toute l'organisation sociale qui doit se retrouver repensée. Par exemple, on ne peut plus avoir la même conception de ce que c'est qu'un couple, de ce que c'est que des rapports de filiation, de ce que c'est que le rapport entre le privé et le public, de ce que c'est que le rapport entre le domestique et le politique. Donc c'est bien le tissu social lui-même qui va être repensé. Alors la complémentarité, elle va forcément se poser autrement. Parce que la complémentarité, dans une conception traditionnelle ou hiérarchique des termes, alors justement c'est intéressant quand même de rappeler que pour Louis Dumont, l'image de la Genèse, c'est l'image même de la hiérarchie, c'est l'englobement de la future Ève dans le corps d'Adam, Adam qui représente à la fois l'humain et la moitié masculine de l'humain, mais qui peut représenter les deux alors qu'Ève ne peut représenter qu'elle-même, c'est pas vraiment une image de l'égalité. Même si la hiérarchie, et d'ailleurs c'est compliqué, la hiérarchie, ça n'est pas que de l'inégalité, il faut être comparable à un certain niveau, etc. C'est une question, ça, Serge vous en parlerait mieux que moi. Mais donc la complémentarité, elle peut être, dans une conception égalitaire, il y a bien des complémentarités, mais ce ne sont plus les mêmes. Par exemple, voilà, quand on fait une interlocution, pendant que je parle, il faut bien qu'il y ait une complémentarité, que vous écoutiez, pas trop longtemps, j'espère. On ne cesse, en fait, d'être dans des relations où les pôles de la relation sont complémentaires. Mais ce qu'on ne veut plus, c'est qu'un sexe soit toujours assigné à occuper tel pôle de complémentarité. C'est essayer de penser quelque chose de plus souple, où justement il soit possible que, comme un de mes fils, un garçon puisse être un danseur et que la vie lui soit facile et qu'il n'ait pas sans avoir à se justifier, puisqu'on peut faire des liens entre nos exposés, et qu'un danseur est un garçon et qu'un garçon peut avoir des côtés féminins et qu'il n'en est pas moins un garçon et qu'on puisse être libéré enfin de ce que ça peut avoir d'incroyablement violent et oppressif pour les individus que de ne pas pouvoir exprimer la totalité de ce qu'ils sont. Donc c'est ça des nouvelles formes de complémentarité. Et pourtant, il faut bien qu'il y ait des danseurs et des gens qui regardent les danseurs danser. Est-ce que Agnès, tu veux Non, ajouter non, quelque chose je pense que Véronique, peut-être, sur cette question, complémentarité-égalité, l'avenir de la complémentarité et l'égalité. Le travail de la théologie ici rappelle la place du manque. Autrement dit, dire la place du transcendant, c'est dire que, quoi qu'il en soit, de dissemblance ou de complémentarité,
il n'est pas question de totalité, quoi. C'est-à-dire que la complémentarité ne fera jamais une totalité. Et que la tradition ici chrétienne, théologique, le travail théologique, rappelle peut-être cela. Hein, que parler de la place du transcendant, de la place de Dieu, y compris avec le Nouveau Testament d'un Dieu fait homme, c'est d'une certaine façon rappeler que l'humain manque toujours, quoi, que pour pouvoir vivre, il faut qu'il puisse être aussi un être manquant. Alors pas manquant de tout, par pitié, hein, mais manquant au sens de se manquer, c'est-à-dire de ne pas croire pouvoir se trouver à lui tout seul. Et que c'est peut-être ça le petit caillou dans la chaussure que la théologie pourrait apporter à partir de la dimension du transcendant qu'après chacun entend comme il le souhaite. Comment, dans le développement, le discours égalité vient et dit bien sûr, alors maintenant il y a du travail salarié qui commence, parce qu'il y a des villes, etc., il y a le fonctionnariat, donc les femmes et les hommes doivent pouvoir accéder au travail salarié. Très bien, tout le monde est d'accord à l'indépendance dans les années 60, 70, 80. À la fin des années 90, je n'ai pas compté exactement, mais en gros, les chefs de service étaient à 98% des hommes, les secrétaires tout à fait, les notes et rapports étaient à 98% des femmes. Donc c'est évident que sur un présupposé d'égalité au départ, il y a un vrai problème de complémentarité qui vient très vite. Bon, c'est simplement comme le phénomène est plus récent du discours égalitaire sur l'introduction au travail salarié, et que dans ce travail salarié, il y a une vision extrêmement réductrice des places données aux hommes et aux femmes, on arrive à des situations où on n'oserait pas avoir de telles disproportions dans les tâches au village, ça moi. Et là, on ose les avoir dans les bureaux ministériels. Bon, voilà, ça n'est pas original non plus. Existe-t-il des études anthropologiques dont, voilà peut-être, qui parlent du fait que garçons ou filles s'arrachent aux conditionnements culturels et sociaux? Exemple, ce qu'on a dit, l'usage par un garçon d'un instrument de musique classé entre guillemets féminin. Est-ce que cet arrachement est pensé? Par exemple, le concept de entre guillemets bifurcation élaboré par Pierre Bayard. Aurais-je été résistant ou bourreau? J'ai le choix, bifurcation, entre suivre et imiter, ou bien me singulariser. Autrement dit, la méthode anthropologique montre-t-elle la différence entre déterminisme et conditionnement? Si oui, comment? J'ai l'impression qu'Agnès, tu n'as pas parlé d'un déterminisme. Hein. Non. Tu as plutôt insisté sur le fait que malgré il m'a semblé, malgré la force de pratique, même dont on n'a pas véritablement conscience, dont tu as même dit, voilà, on ne les enseigne pas, ça ne veut pas dire qu'on est déterminé par elles, puisqu'on peut toujours trouver non seulement des contre-exemples, mais il y a une évolution qui se fait. Oui, c'est ça. Donc, les choses ne fonctionnent que tant qu'il y a une adhésion aussi des individus aux usages de leur société. Et les sociétés ne cessent de changer et de remettre en question leurs anciens usages. On a du mal à se rendre compte aujourd'hui, d'ailleurs, de l'énormité des luttes qu'il a fallu et des changements qu'il a fallu. Par exemple, quand les filles ont fait du vélo, quand on relit aujourd'hui tout ce qui a pu se dire sur la disparition des sexes et des filles montées sur une bicyclette, ça paraît incroyable. Donc il y a toujours... je reviens aussi un peu sur la question d'avant. Hein, il y a toujours une inquiétude quand, en fait, des formes un peu... auquel on était habitué, ça reposait, ça permettait de mettre un peu d'ordre, chacun un peu à sa place, etc. Quand c'est remis en question, ça ne veut pas dire que, encore une fois, que disparaissent ces identités, mais quelque chose... oui, il n'y a pas de déterminisme, je ne dirais pas ça. Il faut une adhésion des individus quand même, pour que les usages restent des usages.
Justement, ce qui était un des acquis, je crois, de la recherche sociologique que nous venons de terminer, c'est justement de se dire, bon, une fois, quand on essaie d'analyser toutes les instances de socialisation qui agissent au moment sur un enfant, entre sa naissance, mettons, et 6 ans, l'entrée à l'école primaire, on s'aperçoit qu'elles sont pas homogènes, ces instances, heureusement. C'est-à-dire que la position de la mère dépend de son histoire, et ce qu'elle transmet dépend de son histoire. De la même manière pour le père, qui peut-être pour le grand-père ou la grand-mère, les sœurs aînées, par exemple, pour les populations maghrébines qui émigrent en France, l'importance de la socialisation faite par la sœur aînée qui a fait des études par rapport entre son éducation à elle et celle qu'elle donne à sa petite sœur, tout cela, on essaie de l'analyser le plus finement possible pour montrer à quel point, justement, l'enfant lui-même n'est pas une espèce de cire molle qui n'agit pas. Lui-même, il a un rapport différent, actif, à toutes ces instances de socialisation. Et donc, il fait, comme dit je ne sais plus qui, il fait faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous. C'est ça la liberté, faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous. Mais pour nous, les sociologues ou les anthropologues, c'est quand même important d'essayer d'analyser en détail ce qu'on fait de nous. Mais tous ces gens-là, en essayant d'être le plus précis possible. Mais évidemment, nos résultats ne montrent pas, montrent l'extrême diversité dans une société où pourtant où les normes sexuées sont assez connues, classiques, etc. Et pourtant, on s'aperçoit que chacun bricole avec ce qu'il reçoit, etc. Donc, non, pas de déterminisme. Et faire de la sociologie et de l'anthropologie, c'est tout sauf faire une science dure qui montrerait des mécanismes, le mot mécanisme même est horrible, sociaux, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, c'est peut-être la littérature, les romans, qui nous montrent le mieux la singularité humaine et la manière dont les gens font quelque chose avec ce qu'on a voulu faire d'eux. Simplement, je pense tout à fait dans la suite, il me semble qu'il y a toujours une relation en partie mystérieuse entre la singularité d'un sujet et la socialité et la façon dont la socialité influence ce sujet. Autrement dit, le sujet est rien sans, en tout cas, on ne sait pas très bien ce qu'il serait, sans la place de la culture et sans les sociétés avec leurs influences. Et en même temps, en effet, il ne s'y réduit pas, ils ne s'y font pas. C'est-à-dire, il y a toujours un espace entre deux, mais un espace qui n'est pas figé. Il y a une plasticité en quelque sorte, et je crois que le terme que vous employez, pour moi très important, ça va. Il y a du bricolage, quoi. Et donc dans le bricolage, il y a toujours du déplacement. Et c'est peut-être ça aussi qui rend possible de la bifurcation. C'est ce bricolage qui va faire que, à la fois il y a du même et il y a de l'autre, et que je ne fais pas seulement avec du même. Et donc on peut dire là que du point de vue éducatif, plus l'enseignant, ou en tout cas le passeur, celles et ceux qui ont en charge de transmission, exercent cela de façon plastique, à la fois convaincue et plastique, plus ils autorisent pour l'autre, et en l'occurrence pour l'enfant, cette possibilité-là de se faufiler, quoi. Être autorisé, c'est être rendu auteur de sa propre vie. Donc on espère que c'est ce que pourrait faire l'exercice de la transmission. Merci à tout le monde.